Alors, vous pensiez que le Canada était le pays de la liberté, hein? L'endroit où l'on peut se réfugier en pleine nature, construire la cabane de ses rêves, vivre de l'énergie solaire et de l'eau de pluie, et enfin envoyer balader la société et ses factures d'électricité. Eh bien, détrompez-vous. Pendant que vous regardiez des tutoriels YouTube sur la construction de toilettes sèches et que vous rêviez de votre paradis autonome, 5 provinces canadiennes ont discrètement renforcé la réglementation sur la vie hors réseau. Et il ne s'agit pas de sécurité, mais de contrôle, d'argent et de vous maintenir connecté au réseau électrique, que vous le vouliez ou non. Avant d'analyser quelles provinces rendent la vie infernale aux colons épris de liberté, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton « J'aime » comme si vous protestiez contre une énième modification absurde du code du bâtiment et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous exposerons d'autres abus de pouvoir du gouvernement déguisé en « sécurité publique ». Allons-y. Ces 5 provinces sont à l'avant-garde de la lutte contre la vie hors réseau et leurs tactiques vont de l'illégalité flagrante à une bureaucratie étouffante. 1. Ontario, là où les codes de sécurité sont devenus une arme contre l'indépendance. L'Ontario. Cette province qui nous a légué les prix exorbitants de l'immobilier à Toronto, une réglementation interminable et un gouvernement tellement obsédé par la paperasserie que même les arbres déposent des demandes de restriction. Et maintenant, il s'attaque à l'autonomie avec l'enthousiasme d'un vérificateur fiscal qui vient de découvrir des revenus non déclarés. Commençons par le Code du bâtiment de l'Ontario de 2024. En vigueur à compter du 1er janvier 2025, ce monstre réglementaire contient plus de 1700 modifications, oui, 1700, dont plusieurs ont un impact direct sur les personnes vivant en autonomie. Le nouveau code impose des exigences plus strictes pour les systèmes septiques, notamment l'obligation d'installer des grilles de sécurité secondaires sous les couvercles des fosses, des normes mises à jour pour les champs d'épandage et des distances minimales qui transforment l'installation d'un système d'égout de base sur les propriétés rurales en un véritable casse-tête administratif. Mais c'est là que les choses se compliquent. L'article 8 du Code du bâtiment de l'Ontario exige que toutes les résidences soient alimentées en électricité pour fournir des détecteurs de CO2 et d'incendie. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas? La sécurité avant tout. Sauf que le problème réside dans les détails. Les règlements municipaux de l'Ontario interprètent maintenant cette exigence comme signifiant qu'il est impératif d'avoir l'électricité. Non pas la capacité d'alimenter des dispositifs de sécurité, mais un raccordement au réseau électrique ou un système conforme à leurs normes arbitraires. Et ces normes, elles varient d'une municipalité à l'autre, créant un véritable patchwork de réglementation. Ce qui est légal à Thunder Bay peut être illégal à Ottawa. La répression a véritablement commencé fin 2022, lorsque les inspecteurs de l'Ontario ont entamé leur visite dans des communautés isolées de municipalités non organisées, des endroits où les gens s'étaient installés précisément pour échapper aux réglementations municipales. Préoccupés par les conditions insalubres et la pression environnementale, le gouvernement ontarien a commencé à exiger la preuve de la conformité à toutes les normes applicables en matière d'assainissement, d'utilisation de l'eau et de construction. En clair, prouvez que votre système septique de fortune respecte les normes établies pour les lotissements sous peine de voir votre maison déclarée insalubre. Cheryl Smith, une habitante de Clarkes Harbour, a fait la une des journaux lorsque son permis d'occupation a été refusé au motif qu'elle n'était pas raccordée au réseau électrique malgré une installation solaire parfaitement fonctionnelle. Elle disposait de l'électricité, d'un réfrigérateur, du chauffage, tout le confort moderne. Mais l'absence de raccordement au réseau a empêché l'approbation. Il ne s'agit pas d'une réglementation de sécurité, mais d'un contrôle institutionnel déguisé en aide sociale. Les chiffres sont éloquents. Selon les données de 2023 du ministère des Affaires municipales de l'Ontario, les demandes de permis de construire pour les propriétés autosuffisantes dans les municipalités non organisées ont chuté de 34% après la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. Ce n'est pas que les gens aient renoncé à vivre hors réseau, mais plutôt que la bureaucratie est devenue financièrement inabordable pour le Canadien moyen. Un système septique de base, qui coûtait 8 000 $ en 2020, exige désormais des rapports d'ingénierie, des analyses de sol, de multiples inspections et des certifications de conformité, ce qui porte le coût total à plus de 20 000 $. Pour de nombreux aspirants à l'autonomie, c'est la fin du rêve avant même qu'il ne commence. Mais en Ontario, l'atteinte à l'autonomie ne se limite pas au Code du bâtiment. Les règlements municipaux de villes comme Ottawa et Toronto interdisent explicitement de se déconnecter des réseaux d'eau et d'égouts municipaux, même si vous payez pour des services que vous n'utilisez pas. Vous pouvez produire votre propre électricité, forer votre propre puits, installer votre propre fosse septique, mais vous devez maintenir ce raccordement au réseau. Les frais mensuels continuent d'être facturés, que vous utilisiez le service ou non. Il s'agit d'un abonnement pour les services de base et il n'y a pas de possibilité de résilier. La raison invoquée?
la protection de l'environnement et la santé publique. La vraie raison? Les revenus. Lorsque des ménages se déconnectent du réseau électrique, les municipalités perdent les frais d'infrastructure, les coûts de raccordement et les revenus réguliers provenant des factures d'électricité. Un seul foyer non raccordé dans une zone rurale de l'Ontario représente une perte de revenus municipal annuel d'environ 2 000 $ à 4 000 $. Multipliez ce montant par des milliers de foyers potentiellement non raccordés et vous obtenez des millions de dollars de pertes. Les gouvernements n'aiment pas perdre d'argent, alors ils mettent en place des réglementations pour prévenir ces pertes. Parlons maintenant du mécanisme d'application. La loi sur le Code du bâtiment de l'Ontario autorise les municipalités à émettre des ordonnances de mise en conformité, à imposer des amendes pouvant atteindre 50 000 $ par infraction et même à obtenir des ordonnances judiciaires pour la démolition des structures non conformes. Et oui, si votre chalet indépendant ne respecte pas toutes les sous-clauses d'un code du bâtiment qui change plus souvent que la météo à Toronto, il peut être démoli. Et cela s'est déjà produit. En novembre 2023, des inspecteurs se sont rendus sur plusieurs sites isolés du réseau électrique dans le nord de l'Ontario. Résultat? Toujours, à l'étude, un jargon bureaucratique qui signifie « Nous cherchons comment fermer ces sites sans provoquer un désastre en termes d'image ». La déclaration officielle du gouvernement ontarien était d'une hypocrisie flagrante, préoccupation pour la sécurité des résidents et pression importante sur les municipalités voisines. Traduction. Nous ne vous croyons pas capable de vous prendre en charge et nous craignons que votre mode de vie n'inspire d'autres personnes. 2. Colombie-Britannique, théâtre de l'énergie verte et de la conformité obligatoire au réseau. Colombie-Britannique. Cette province qui adore parler de développement durable, de responsabilité environnementale et d'énergie renouvelable jusqu'à ce qu'on tente de passer à l'action sans autorisation gouvernementale. Soudain, on devient un dangereux rebelle qui menace la population. Normes de sécurité et environnementale. Bienvenue en Colombie-Britannique, où le rêve vert s'accompagne d'une lourde bureaucratie. Le Code du bâtiment de la Colombie-Britannique de 2024, entré en vigueur le 8 mars 2024, a entraîné des changements radicaux, au sens propre comme au figuré. Il impose des exigences en matière de renforcement sismique, des normes pour les logements adaptables et, surtout pour les personnes vivant en réseau, le Code des étapes zéro carbone. À compter du 10 mars 2025, toute nouvelle construction en Colombie-Britannique devra se conformer au niveau 1 du Code des étapes zéro carbone, qui comprend des systèmes obligatoires de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Analysons ce que cela implique pour la vie hors réseau. Le Code des étapes zéro carbone semble progressiste, n'est-ce pas? Réduire les émissions, sauver la planète, tout cet écologisme rassurant que la Colombie-Britannique apprécie tant. Mais voilà le hic. La conformité exige une modélisation énergétique préalable à la construction par des consultants en énergie certifiés, une vérification pendant la construction et un rapport final avant la délivrance du permis d'occupation. Pour un chalet hors réseau typique, cela ajoute de 3 000 $ à 7 000 $ en frais obligatoires et en coûts de consultation avant même le début de la construction. Mais la situation se complique ou s'aggrave selon que vous soyez le gouvernement ou un agriculteur qui tente de construire une maison. L'article 9.23.13 du Code du bâtiment de la Colombie-Britannique de 2024 introduit de nouvelles exigences en matière de contreventement pour les charges latérales calculées spécifiquement en fonction du risque sismique de la province. Cela semble technique? C'est le cas. Et c'est justement le but. En pratique, ces exigences imposent l'intervention d'un ingénieur professionnel pour des structures qui pouvaient auparavant être construites par le propriétaire. Vous souhaitez construire un simple chalet de 37 mètres carrés? Il vous faudra des plans d'ingénierie signés, des calculs de structure et une supervision professionnelle. Coût? Au moins 5 000 $ à 15 000 $ de plus. En Colombie-Britannique, les municipalités utilisent les règlements de zonage comme un moyen de restreindre le développement hors réseau. De nombreux districts régionaux exigent désormais le raccordement aux services publics municipaux lorsqu'ils sont disponibles, et la définition de « disponible » ne cesse de s'élargir. S'il y a des lignes électriques à moins de 300 mètres de votre limite de propriété, le raccordement est obligatoire. S'il y a un service d'eau municipale dans votre district, vous pourriez être tenu de vous raccorder même si cela implique d'installer une canalisation de 3 km à vos frais. Le district régional de Comox Valley, par exemple, applique désormais la phase 3 du Code des normes énergétiques de la Colombie-Britannique à toutes les nouvelles constructions résidentielles. Cette phase exige une modélisation énergétique préalable à l'obtention du permis, une vérification pendant la construction et une confirmation finale par des consultants en énergie certifiés. Les permis d'occupation sont conditionnés à la réception de rapports finaux conformes. Sans rapport, l'occupation est interdite.
Quant à ces consultants en énergie, ils sont chers, rares et leurs agendas sont complets pour les mois à venir, car tout le monde a besoin de leur approbation. Voici le hic, la Colombie-Britannique se présente comme un chef de file en matière d'énergie renouvelable. Panneaux solaires? Formidable. Éoliennes? Fantastique. Hydroélectricité? Excellent. Mais tentez d'utiliser ces systèmes pour atteindre une véritable indépendance énergétique et vous vous heurtez soudain à des obstacles réglementaires. L'organisme de réglementation de l'énergie de la Colombie-Britannique a mis en place une procédure d'autorisation simplifiée pour les grands projets d'énergie renouvelable, centrales solaires, parcs éoliens, lignes de transport d'électricité. Mais qu'en est-il des petits systèmes résidentiels hors réseau? Ceux-ci nécessitent toujours la compréhension de normes électriques complexes, le respect des exigences d'installation professionnelle et des régimes d'inspection qui présument de votre incompétence jusqu'à preuve du contraire. Et puis, il y a l'hypocrisie environnementale. La Colombie-Britannique approuve des projets hydroélectriques gigantesques qui inondent des vallées entières, mais condamne son système de récupération des eaux de pluie sous prétexte qu'il pourrait affecter la recharge des nappes phréatiques. Elle accélère les opérations de reboisement industriel qui ravagent des milliers d'hectares, mais vous étouffe sous la bureaucratie si vous voulez simplement couper du bois de chauffage sur vos 4 hectares. Le message est clair, l'extraction massive de ressources par les entreprises? Aucun problème. L'autosuffisance à petite échelle par les particuliers? Dangereuse et irresponsable. Les chiffres sont alarmants. Les données de BC Housing de 2024 montrent que les permis de construire pour les maisons autonomes ont diminué de 41% dans le sud de la Colombie-Britannique après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Non pas en raison d'une baisse de la demande, mais parce que le coût de la réglementation dépassait les moyens de la plupart des gens. Le rêve d'une vie rurale abordable est compromis par le recours obligatoire à des consultants, les certifications requises et les coûts de mise en conformité qui dépassent souvent la valeur de la construction. Pourquoi la Colombie-Britannique renforce-t-elle sa surveillance? Pour protéger ses revenus, faire pression sur le secteur professionnel, ingénieurs, consultants en énergie et entrepreneurs profitent des exigences de participation obligatoire et exercer un contrôle accru. Le discours environnemental n'est que du théâtre. Le véritable objectif est de s'assurer que toutes les structures se soumettent à l'état réglementaire. 3. Québec, là où les lois linguistiques rencontrent les codes du bâtiment dans un enfer bureaucratique. Le Québec, la province où l'on dit « arrêt » au lieu de « stop », où les panneaux anglais doivent être 2 fois plus petits que les panneaux français et où la bureaucratie est considérée comme un sport de compétition. Voilà qu'ils ont décidé d'appliquer ce même zèle réglementaire à la vie hors réseau avec des résultats à faire pleurer Kafka. Le chapitre sur les bâtiments du Code du bâtiment du Québec, inspiré du CNB 2015 avec les modifications québécoises, est entré en vigueur le 8 janvier 2022 et constitue un exemple flagrant de surréglementation déguisée en harmonisation avec les normes nationales. Le plus surprenant? Le Québec applique ces codes par l'entremise de la Régie du bâtiment du Québec, RBQ, un organisme provincial doté de pouvoirs qui ferait pâlir d'envie d'autres organismes de réglementation provinciaux. Voici ce qui rend le Québec si particulier, tout exige un entrepreneur agréé. Vous voulez faire vos propres travaux d'électricité hors réseau? Illégal. Vous voulez installer votre propre fosse septique? Illégal. Vous voulez construire votre propre chalet en suivant les règlements d'autoconstruction d'autres provinces? Bonne chance. Les exigences en matière de permis au Québec empêchent pratiquement les autoconstructeurs de faire quoi que ce soit. Projet de construction d'envergure. Il est obligatoire de faire appel à des entrepreneurs agréés par le RBQ et ces entrepreneurs doivent respecter scrupuleusement le Code du bâtiment, sans exception. La Commission de réglementation du bâtiment du Québec, CRBQ, peut refuser des permis, suspendre des activités et imposer des amendes qui font passer les sanctions ontariennes pour de simples contraventions. L'article 61.1 de la loi sur le bâtiment autorise la CRBQ à refuser un permis à quiconque n'a pas acquitté les droits dus, une situation kafkaïenne où l'on ne peut obtenir l'autorisation de travailler faute d'avoir payé les droits pour un travail pour lequel on n'est même pas autorisé. Un raisonnement circulaire à l'état pur. Mais le véritable génie du système québécois réside dans sa structure de coût. Puisque tout requiert des professionnels agréés, une installation autonome de base qui coûterait 30 000 $ en Alberta coûtera entre 60 000 $ et 80 000 $ au Québec, le double du prix pour un résultat identique, la différence étant du respect des réglementations et des frais de licence à la participation professionnelle obligatoire. Il s'agit d'un programme d'emploi pour les entrepreneurs et les consultants, financé par des personnes qui souhaitent simplement vivre simplement. Le Code de l'électricité du Québec, CSA C22.10-18, chapitre 5, en vigueur depuis le 1er octobre 2018, est particulièrement rigoureux pour les systèmes hors réseau.
L'installation de panneaux solaires exige l'intervention d'électriciens certifiés. Les systèmes de batterie nécessitent des études d'ingénierie. Les systèmes d'onduleurs doivent être inspectés. Chaque composant de votre système d'énergie renouvelable requiert une installation, une conception et une supervision professionnelle. Auto-installation solaire? Oubliez ça au Québec. La province qui prétend soutenir les énergies renouvelables a rendu leur mise en œuvre excessivement coûteuse pour les particuliers. Voici la difficulté linguistique, toute la documentation technique, tous les formulaires de conformité et toutes les interactions avec la RBQ doivent être rédigés en français. L'anglais est toléré pour les personnes visées par des exceptions à la charte de la langue française, une catégorie volontairement vague qui maintient les Québécois anglophones dans un flou réglementaire. Imaginez-vous devoir vous y retrouver parmi les codes du bâtiment, les normes électriques et la réglementation des fosses septiques lorsque la moitié des ressources sont en français technique et que les services de traduction ajoutent encore des coûts et des délais supplémentaires. Les données sont éloquentes, le Québec affiche le taux le plus bas de logements autonomes parmi les provinces canadiennes ayant un relief rural comparable. Ce n'est pas par manque d'ambition que les Québécois refusent l'autonomie, mais parce que le cadre réglementaire la rend économiquement non viable pour tous, sauf les plus fortunés. Selon les statistiques de la RBQ de 2023, les permis de construire pour les logements autonomes représentent moins de 0,3% de la construction résidentielle totale en milieu rural québécois. À titre de comparaison, ce taux se situe entre 4 et 6% dans des régions rurales similaires de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, et l'ampleur de cette entrave réglementaire devient flagrante. 4. Alberta, là où la rhétorique conservatrice rencontre la réalité réglementaire. L'Alberta. Cette province qui se targue d'être le bastion conservateur du Canada, où la liberté est inscrite dans son ADN et où toute ingérence gouvernementale excessive est considérée comme une abomination. Sauf en matière d'autonomie, où les actes de l'Alberta contredisent fortement ces discours. Le Code national du bâtiment, édition albertaine de 2023, est entré en vigueur le 1er mai 2024, instaurant des exigences énergétiques échelonnées et de nouvelles restrictions qui ont un impact direct sur les aspirations à l'autosuffisance énergétique. Mais c'est là que l'Alberta devient intéressante, bien qu'elle ait adopté les normes énergétiques de niveau 1 à l'échelle de la province, le niveau minimum. Le gouvernement a simultanément interdit aux municipalités d'exiger des niveaux supérieurs. Cela semble être un plaidoyer pour la liberté, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on comprenne ce que cela signifie réellement. Le règlement mai 2024 de l'Alberta, article 3, interdit explicitement aux municipalités accréditées d'imposer des exigences énergétiques supérieures au niveau 1. Ceci crée un plafond réglementaire, vous ne pouvez être contraint de respecter des normes plus élevées. Toutefois, l'autre aspect est tout aussi important. Vous devez toujours respecter le niveau 1, ce qui comprend des indicateurs de performance énergétique précis, des inspections obligatoires et une vérification de la conformité. Pour les maisons autonomes, cela signifie que vous devez prouver que vos systèmes d'énergie renouvelable respectent les normes provinciales au moyen de documents professionnels et sous la supervision d'un ingénieur. La liberté dont se vante l'Alberta est en réalité la liberté pour les constructeurs de construire à bas coût et non la liberté pour les particuliers de construire de manière indépendante. Mais la véritable répression se situe au niveau des règlements municipaux, où les comtés de l'Alberta ont fait preuve d'ingéniosité pour restreindre le développement hors réseau sans l'interdire explicitement. De nombreux comtés ruraux de l'Alberta exigent désormais le raccordement aux réseaux électriques disponibles comme condition à la délivrance des permis d'occupation. La définition de « disponible » est volontairement vague. Si des lignes électriques se trouvent à moins de 5 km, certaines municipalités considèrent que le raccordement est disponible et exigent un raccordement. Même si le coût du raccordement jusqu'à votre propriété isolée s'élève à 100 000 $. La loi sur la gouvernance municipale confère aux municipalités de l'Alberta de larges pouvoirs en matière d'aménagement du territoire et elles les utilisent. Des comtés comme Clearwater, Forty Mile et Slave River ont adopté des règlements d'aménagement qui, dans les faits, interdisent les habitations en réseau en raison de plusieurs facteurs. Superficie minimale des lots, exigeant des parcelles plus grandes que ce que la plupart des gens peuvent se permettre, marge de recul, rendant impossible la construction sur les petites parcelles et obligation de raccordement aux services publics, éliminant ainsi l'avantage économique de la vie. Hors réseau. Voici les données qui démontrent cette situation. Malgré les déclarations du gouvernement conservateur de l'Alberta en faveur du droit de propriété et des libertés individuelles, les permis de construire pour les logements autosuffisants en milieu rural ont chuté de 23% entre 2023 et 2024, selon les données de la Commission des codes de sécurité. Ce n'est pas parce que les Albertains se sont désintéressés de l'indépendance énergétique, mais plutôt parce que la réglementation municipale a rendu le processus excessivement complexe.
L'Alberta a également instauré une exigence particulièrement insidieuse, le cycle d'inspection de sécurité. Vous souhaitez vivre hors réseau? Très bien. Mais votre installation doit passer des inspections électriques, même si vous n'êtes pas raccordé au réseau, de plomberie, même si vous n'utilisez pas l'eau courante, et de gaz, même si vous utilisez du propane provenant de fournisseurs privés. Chaque inspection coûte entre 150 $ et 400 $ et chacune peut entraîner des modifications obligatoires nécessitant une nouvelle inspection. Les frais d'inspection à eux seuls peuvent dépasser 3 000 $ pour un simple chalet hors réseau. Parlons de la position progressiste de l'Alberta en matière d'énergie renouvelable. La province, qui prétend soutenir toutes les sources d'énergie, a transformé l'installation de panneaux solaires résidentiels en un véritable parcours du combattant bureaucratique. Malgré une réglementation simplifiée pour les projets d'énergie renouvelable commerciaux, les systèmes résidentiels exigent toujours des installateurs certifiés, une conception électrique professionnelle et de multiples inspections. Le règlement sur l'utilisation des terres et l'évaluation visuelle de l'énergie électrique, AOR 203/2024, a introduit des évaluations d'impact agricole obligatoires pour l'énergie éolienne et solaire, mais ces exigences visent spécifiquement les installations de grande envergure. Les petits systèmes résidentiels hors réseau échappent aux lacunes de cette définition, créant une ambiguïté juridique. Les inspecteurs disposent d'un large pouvoir discrétionnaire pour approuver ou refuser les installations en se basant sur une interprétation subjective. Le véritable indicateur réside dans l'approche de l'Alberta concernant les mini-maisons et les habitations alternatives. Sans les interdire explicitement, la définition de « logement » dans le Code du bâtiment de l'Alberta exclut de fait les structures dont la superficie est inférieure à un certain seuil ou dont la conception est non conventionnelle. Les caravanes? Elles ne peuvent pas servir de résidence permanente. Les mini-maisons sur roues? Pas des habitations. Les yourtes, les conteneurs maritimes ou les maisons semi-enterrées. Il vous faudra des plans d'ingénierie, des permis spéciaux et l'approbation municipale, autant d'éléments qui font souvent défaut. Pourquoi l'Alberta s'attaque à cette pratique? Malgré son image conservatrice, l'économie albertaine repose sur l'extraction de ressources à grande échelle et le développement conventionnel. Vivre en autarcie représente une forme de concurrence idéologique, prouvant qu'il est possible de prospérer sans dépendre des grandes entreprises. Infrastructure. Les municipalités protègent également les revenus des services publics et les profits du secteur de la construction. La liberté que prône l'Alberta est en réalité une liberté pour les entreprises et non pour les particuliers. 5. Nouvelle-Écosse, petite province, gros problème de contrôle. Nouvelle-Écosse. Charme maritime, brise océanique et un gouvernement qui semble considérer chaque citoyen comme une menace environnementale potentielle. Cette petite province exerce une influence réglementaire bien plus importante qu'on ne le pense, avec des restrictions sur l'utilisation de l'énergie hors réseau qui feraient pâlir d'envie les grandes provinces. La répression en Nouvelle-Écosse contre le mode de vie hors réseau est moins liée à de nouveaux codes qu'à l'application stricte des réglementations existantes. La province n'a pas besoin de nouvelles réglementations tapax en graveloy quand elle peut simplement instrumentaliser celles déjà en place. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Vous souvenez-vous de Cheryl Smith de Clark's Harbour? Son histoire n'est pas un cas isolé, c'est une information officielle. La Nouvelle-Écosse exige un certificat d'occupation pour les résidences et ce certificat doit être conforme au Code du bâtiment provincial. Le problème? Le Code du bâtiment exige une alimentation électrique suffisante pour les systèmes de sécurité. La Nouvelle-Écosse interprète cela comme exigeant soit un raccordement au réseau, soit des systèmes solaires avec batterie de secours répondant à des normes techniques précises et vérifiées par des électriciens certifiés. Les systèmes solaires installés soi-même? Non acceptés. Les systèmes de batterie grand public? Insuffisants. Installation, certification et inspection par des professionnels sont obligatoires, sans cela, vous n'obtiendrez pas le permis d'occupation. La question environnementale est particulièrement préoccupante en Nouvelle-Écosse. La province affirme que la réglementation stricte des systèmes en réseau protège l'eau potable, la recharge des aquifères et les écosystèmes côtiers. Des objectifs louables. Sauf que l'application de cette réglementation est extrêmement inégale. Les grandes exploitations agricoles peuvent avoir un impact sur les systèmes hydriques avec un minimum de surveillance. L'exploitation forestière industrielle peut dévaster les bassins versants, mais qu'en est-il de votre propre puits privé et de votre fosse septique? Il s'agit d'une urgence environnementale qui exige de multiples analyses de sol, des rapports d'ingénierie et une surveillance continue. En Nouvelle-Écosse, les ententes de développement exigent l'approbation municipale pour toute construction ne respectant pas les règlements de zonage. La plupart des propriétés rurales n'étant pas zonées pour l'habitation autonome permanente, une entente de développement est nécessaire.
Son obtention requiert des audiences publiques, des évaluations environnementales, des études d'ingénierie et l'approbation des conseils municipaux dont les opinions peuvent être contraires à la vie hors réseau. Le processus peut prendre de 12 à 18 mois et coûter de 10 000 $ à 20 000 $ en honoraires professionnels avant même le début des travaux. La réalité économique est brutale. En Nouvelle-Écosse, les prix des propriétés rurales sont parmi les plus bas du Canada. On peut y acheter un terrain convenable pour 30 000 $ à 60 000 $, mais les coûts de mise en conformité réglementaire dépassent souvent 40 000 $ à 70 000 $ avant même d'avoir une structure habitable. Le compte n'y est pas. Le terrain coûte moins cher que les permis nécessaires à son utilisation. Pourquoi la Nouvelle-Écosse réagit avec fermeté? Petite province, égos surdimensionnés et culture politique qui considère la réglementation comme une preuve de bonne gouvernance. De plus, l'économie néo-écossaise a un besoin criant de recettes fiscales et les résidents qui vivent hors réseau électrique représentent une activité économique imposable non perçue. Nous ne pouvons l'accepter. La norme, il ne s'agit pas de sécurité, mais de contrôle. Vous voyez le schéma? 5 provinces, 5 cultures politiques différentes, 5 approches réglementaires différentes, mais un résultat constant. Rendre la vie hors réseau électrique financièrement impossible, voire légalement interdite, pour le Canadien moyen. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes: sécurité, protection de l'environnement, santé publique. Les véritables raisons le sont tout autant: préservation des recettes fiscales, contrôle réglementaire, élimination des modes de vie concurrents. Lorsque des personnes parviennent à vivre en autarcie, elles prouvent que nous n'avons pas besoin des services publics pour survivre. Cela représente une menace idéologique pour les gouvernements fondés sur le principe que les citoyens en ont besoin. Chaque exigence est conçue pour rendre l'autonomie financière excessivement coûteuse. Intervention obligatoire de professionnels? Cela signifie la création d'emplois pour des entreprises certifiées. Exigences en matière d'ingénierie? Des revenus pour les ingénieurs. Modélisation énergétique? Honoraires de consultants. Permis de construire? Frais d'inspection, certification de conformité. Chaque étape augmente le coût pour un bénéfice réel minime en termes de sécurité. Les données le prouvent. Dans les provinces où la réglementation est minimale, certaines parties de la Saskatchewan, du Manitoba et certaines régions éloignées, la vie hors réseau prospère sans les catastrophes sécuritaires apocalyptiques prédites par les organismes de réglementation. Les gens construisent des maisons fonctionnelles, gèrent leurs déchets de façon responsable et mènent une vie saine sans contrôle bureaucratique. Le ciel ne leur tombe pas sur la tête. La société ne s'effondre pas. L'être humain s'est révélé capable d'autonomie. Mais c'est précisément ce qui effraie les gouvernements. Si l'on peut vivre sans eux, on pourrait commencer à se demander pourquoi on en a besoin. Et c'est une question qu'ils ne veulent absolument pas que l'on se pose. Ils programment, établissent des normes, exigent des certifications et rendent l'indépendance financière inaccessible à tous, sauf aux plus riches. Car si vivre en autarcie est un luxe réservé aux nantis, cela cesse d'être une option viable pour les gens ordinaires. Problème résolu du point de vue du gouvernement. La suppression de la vie hors du réseau électrique n'a rien à voir avec votre sécurité. Il s'agit de vous maintenir connecté, dépendant et dépendant du réseau. Le réseau électrique ne se résume pas à l'électricité. Il est question d'économie, de réglementation et d'idéologie. Et ces 5 provinces veillent à ce que vous restiez connecté, que vous le vouliez ou non. Si vous êtes encore ici, c'est que vous craignez réellement de perdre votre liberté ou que vous évitez de travailler. Dans tous les cas, ne vous arrêtez pas maintenant. Cliquez sur « S'inscrire » pour en savoir plus sur ces enjeux réels au Canada.